Nami, bonjour. Est-ce que tu m'entends? Allô? Oui, c'est Nami, tu m'entends? Oui, bonjour Frédéric, je vous entends. Parfait. Ça va bien? Oui, ça va bien et vous? C'est parfait. Ouais, Ça ouais. fait, ça fait plaisir de vous parler, ça faisait très longtemps. Bah, surtout dans ce contexte-là, parce que on est en plein dans les impôts là, donc c'est le Ben moment oui, de éventuellement me poser les questions. exact, exactement. Est-ce qu'on est juste tous les deux? Alors, c'est ouvert, hein, il y en a qui vont peut-être se connecter plus tard ou repartir, comme ça je réponds aux questions de chacun. Ok, super. Et puis j'en ai quand même pas mal qui m'ont demandé d'enregistrer la session pour que je puisse derrière la partager Ok, avec d'autres clients. Donc j'ai fait un support de toute façon pour justement, on va dire, brasser large. Et ok, puis ensuite, ça dure en grosso modo une petite heure. Et ok. ensuite, je vous enverrai la petite presse. Et puis je pourrai répondre à vos questions si besoin. D'accord? Parfait. Je vois qu'il y a Yvan. C'est bien, c'est des gens Oui, que j'ai pas eu bonjour. depuis longtemps. Salut Yvan. Et Michael, c'est lequel Michael? T'en connais plusieurs de Michael? Ah, Ah, c'est Monsieur Vintal. Comment ça va? Oui, j'en connais plusieurs. Ah bah ça. Bon, Bon, bah écoute, ça fait plaisir. bon fan. Je vais, je disais que comme je sais pas combien on sera, on m'a demandé d'enregistrer la session. Je vous ai fait un petit support type Canva, PowerPoint, et après je vous l'envoie. Et puis si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à me couper. Ça vous va? Ok, merci. Eh ben avec plaisir. C'est parti. Donc, hop, là je suis en partage d'écran. Est-ce que vous voyez mon écran déjà? Oui, C'est bon? Donc on va se mettre sur mon Canva. Mon petit projet, il est quelque part par là. Voilà, voilà. Ça dure, allez, trois quarts d'heure et puis après je réponds à toutes les questions pour y avoir. Et n'hésitez pas à me couper surtout. D'accord? Alors c'est parti. Ça, je vais le mettre par là. Voilà. Donc l'idée là, c'est de vous aider à déclarer vos impôts, puisqu'on va quand même rentrer dans la période fiscale. Et vous avez, allez, trois grandes catégories, trois grandes choses à faire. Et là, on va rebalayer un petit peu tout ça. Donc la première chose, c'est déjà de vérifier si vous êtes bien résident ou non résident, l'approche fiscale que vous devez avoir, un petit zoom sur les revenus catégoriels. Je rentre dans le détail sur ce qu'on appelle les revenus fonciers, à pas confondre avec les revenus BIC, qui sont des revenus meublés, le calendrier fiscal et les questions-réponses. Alors, déjà, vous êtes non résident quand vous, et c'est l'article 4B qui définit ça, quand vous vivez hors de France, quand vous n'avez pas votre foyer principal en France, que votre famille est éventuellement à l'étranger, que vous avez votre activité principale et professionnelle à l'étranger, et que vos centres d'intérêt économique sont bien à l'étranger. Donc normalement, la plupart de mes clients, vous êtes tous non résidents, donc vous êtes à la bonne adresse pour ce webinaire. Ensuite, si vous voulez par vous-même en savoir plus sur le risque de double imposition que vous pourriez avoir, vous avez des conventions fiscales pour chaque pays signataire d'une convention avec la France qui sont disponibles sur impôts.gouv. Il suffit de taper le pays dans lequel vous vivez et vous aurez la fameuse convention fiscale avec normalement, très souvent, c'est l'article 6. Il peut y avoir des décalages, article 5, article 7, qui font référence aux revenus immobiliers. Et très souvent, vous verrez que les revenus immobiliers d'un bien en France sont taxés là où se situe le bien, donc en France. Et pour éliminer le risque de double imposition, il y a un autre article dans la Convention, généralement vers la fin, qui vous explique le mécanisme, qui est souvent un crédit d'impôt, pour éviter que vous soyez taxé deux fois. Alors, souvent, l'erreur que font les non-résidents, c'est qu'ils ne déclarent pas leurs revenus de source française,
à l'étranger. Mais ça ne veut pas dire que c'est bien. Il faut les déclarer à l'étranger, donc dans votre pays de résidence fiscale, mais vous ne serez pas imposé parce qu'il y a une convention qui est en place. OK? Ça, c'est le premier point à voir. Deuxième chose extrêmement importante, je vais faire une sorte de to-do list ici de tous vos points de vigilance. Déjà, pour faciliter votre déclaration et puis tenir votre comptabilité au mieux, pensez vraiment à avoir un compte de chèque dédié à vos opérations immobilières. Si je pense à Mickaël, toi tu as deux sociétés distinctes, une SARL, une SCI, mais il faut normalement un compte par structure. Et si vous détenez des biens en direct, il faut aussi un compte chèque pour vos biens détenus en direct. C'est mieux. Et puis si on veut aller plus loin, pourquoi pas avoir un compte chèque pour les biens loués meublés et un compte chèque pour les biens loués non meublés. Parce que la fiscalité n'est pas la même, parce que les calculs ne sont pas les mêmes, et ça sera beaucoup plus simple au niveau de la lecture. Ensuite, pour ceux qui font de l'activité meublée, ou qui commencent une activité meublée, je vous conseille fortement de demander votre numéro de sirène. Pourquoi? Parce que le régime le plus intéressant en meublé est le régime qui va vous permettre de créer du déficit, et ce régime s'appelle le régime réel BIC. Et pour déclarer au réel, il vous faut un numéro de SIRET. Les démarches se font sur le site de l'INPI et je peux les faire pour vous. Hein. N'hésitez pas à me solliciter, c'est pas compliqué. Enfin, c'est pas compliqué pour moi parce que j'ai l'habitude, mais ça peut être un peu compliqué pour ceux qui le font pour la première fois. Donc là, je peux vous aider aussi. Généralement, le numéro de sirène, il faut aller le chercher dans les 3 mois qui suivent la date à laquelle vous êtes propriétaire. Donc 3 mois après votre signature de l'acte authentique. Euh, L'erreur que je vois souvent, c'est que, par exemple, vous avez un couple, monsieur avait un appartement avant de se marier, il a un numéro de SIRET, et s'il achète un autre appartement avec sa compagne, techniquement, il faut un deuxième numéro de SIRET. Donc là aussi, soyez vigilants. On peut avoir qu'un seul numéro avant ou après le mariage, mais il y a des petites règles à savoir. Et là, pareil, n'hésitez pas à revenir vers moi. Le site de l'INPI, c'est un grand portail sur lequel vous devez paramétrer votre nom, prénom, votre mot de passe, etc. Et la procédure, elle est très administrative, mais elle n'est pas compliquée. Il faut télécharger un certain nombre de pièces pour obtenir le numéro de sirène. Alors la différence entre sirène et sirette, c'est que le sirène se rattache à vous, personne physique, et le numéro de sirette, il va avoir 5 chiffres de plus, et ce numéro de sirette va identifier chaque bien que vous possédez en France dans différentes villes, par exemple. Donc il y a un numéro de sirène normalement, et puis il peut y avoir plusieurs sirettes. Troisième point important, et là j'ai souvent des soucis de réception de courrier. Quand vous avez immatriculé votre activité de meublé auprès de l'INPI, vous allez recevoir un courrier dans le mois qui suit. Ce courrier, il est envoyé par le SIE, c'est le service des impôts des entreprises, et il vous permet, il est extrêmement important, parce qu'il va vous permettre de créer votre espace pro sur impôts.gouv. Si vous ne le faites pas, vous ne pourrez pas payer un certain nombre de choses. Je pense à la CFE, par exemple. Et du coup, vous allez avoir des relances pour impayés et vous allez rentrer dans une boucle infernale. Vous allez aussi avoir un questionnaire pour calculer cette CFE qu'il faut renvoyer normalement dans le mois qui suit la réception du courrier. Et vous allez avoir ce qu'on appelle le mémento fiscal qui est à transmettre à votre comptable. Donc 3 documents importants que vous recevez par courrier. Quand c'est moi qui fais les démarches pour vous, je fais adresser le courrier à mon bureau. Comme ça, je vous scanne tout et je vous envoie tout par mail, il n'y a pas de perte. Quand vous vivez à l'étranger, évitez de mettre votre adresse à l'étranger, mais envoyez le courrier plutôt chez un copain, un ami, vos parents, et en prenant soin de mettre votre nom sur la boîte aux lettres pour que le courrier arrive bien. Voilà, très important.
Autre préalable qui me semble important. Ah, attendez, voilà, j'avais pris en photo effectivement l'exemple du courrier que vous allez recevoir. Donc là, vous voyez, c'est une simple lettre qui explique comment créer son activité, comment créer son espace pro, pardon, sur impôt.gouv. Le mémento fiscal qui tient lui aussi en une page, avec un certain nombre d'infos importantes pour le comptable. Est-ce que vous êtes au BIC? Est-ce que vous êtes assujetti à la TVA, etc. Enfin, il y a tout un tas de choses. Et puis, vous avez le questionnaire pour la CFE. Là aussi, je peux vous aider à remplir les infos. Autre sujet important, et là c'est quasi systématique, j'ai des clients qui confondent le régime micro et le régime réel. Alors que vous soyez en location vide ou en location meublée, dans les deux cas, vous pouvez opter pour ce qu'on appelle le régime micro ou le régime réel. Sachez que si vous optez pour le micro, par défaut, vous n'aurez que des abattements. Si je prends l'exemple d'une location nue, vous avez 10 000 euros de revenus, vous allez en micro avoir un abattement de 30%, donc vous serez forcément taxé sur 70%. Vous allez être forcément taxé sur la base restante. Donc, si vous êtes taxé sur 70%, ça veut dire que vous allez payer de l'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux. On ne peut pas avoir de déficit quand on est au régime micro. Pareil pour le meublé, l'abattement il est plus important, il est de 50%, mais ça veut dire que vous serez quand même taxé sur les 50% qui restent. Donc pour moi, le micro, c'est à prendre par défaut si vos charges réelles sont inférieures aux abattements auxquels vous avez droit. En d'autres termes, quand vous venez d'acheter un appartement, privilégiez toujours le régime réel. Parce que forcément, on arrivera, en particulier quand vous faites du meublé, assez facilement à vous mettre déficitaire et vous éviter l'impôt pendant 6, 7, peut-être 10 ou 15 ans si vous avez des travaux. Mais n'optez pas pour le régime micro. Voilà. Et là aussi, n'hésitez pas à me parler ou à me questionner si besoin, parce que vous avez des notions de seuil, voilà, qui se mettent en place. Ça va, pas de questions, je peux continuer? Vous me dites, hein, surtout. Après vient la question, comment j'achète quand j'ai un appartement? Est-ce que j'achète en direct ou en société? Donc vous avez plusieurs cas de figure qui vont apparaître. Premier cas de figure, hop, vous achetez en direct. Deuxième cas de figure, vous achetez en société. Généralement, la société, elle est à l'IS, c'est-à-dire à l'impôt société. Et quand vous achetez en direct, vous pouvez décider de louer vide ou de louer meublé. Là aussi, la fiscalité ne sera pas la même. En location nue, vous serez assujetti aux revenus fonciers. Vous allez rentrer dans la catégorie, la catégorie de revenus qu'on appelle les revenus fonciers, ce qui veut dire que vous allez devoir remplir le CERFA 2044 avec un mode de calcul qui est propre aux revenus fonciers. Quand vous louez meublé, il va falloir déclarer vos revenus en BIC, donc c'est une autre catégorie de revenus, qui signifie bénéfices industriels et commerciaux, et là qui correspond au CERFA 2042 CPRO. Alors je suis désolé, c'est très barbare à chaque fois les noms des CERFA, mais c'est à connaître presque par cœur pour ne pas vous tromper, parce que le mode de calcul n'est pas pareil. D'accord? Donc on y reviendra plus en détail. Et quand vous êtes à l'impôt société, là je vous recommande de toute façon de prendre un comptable. Autant quand vous êtes sur du nu ou du meublé, le comptable reste facultatif, même si je le recommande fortement en meublé au régime réel. Autant en société à l'IS, vous ne posez même pas la question, prenez le comptable impérativement, parce que derrière, vous avez des notions d'amortissement et autres qui sont compliquées à titre privé de calculer. Donc, société à l'IS signifie que votre bénéfice imposable sera taxé à l'impôt société. Et là aussi, c'est un autre mode de calcul. Enfin, vous savez que vous pouvez avoir une société qui sera à l'IR. C'est le cas des SARL de famille ou éventuellement des SCLI à l'IR. Mais là, c'est des cas particuliers que je ne vais pas aborder aujourd'hui parce que vous êtes peu à avoir ce genre de société.
et voilà, je préfère qu'on en parle en privé. Et puis, je reste général dans la démonstration d'aujourd'hui. Là, c'est plus un petit rappel pour vous. En France, vous avez un certain nombre de revenus catégoriels. Comme je le disais, pour la location meublée, c'est les BIC. Pour les locations nues, c'est les revenus fonciers. Et il existe aussi les traitements et salaires, les bénéfices non commerciaux, les revenus de capitaux mobiliers, donc ça va être par exemple vos dividendes, les intérêts, les coupons. Vous avez les bénéfices agricoles, les plus-values de cession de valeur mobilière. Donc là, ça va être, vous achetez une action totale, vous la revendez plus cher, bah, vous aurez une plus-value qui est taxable dans cette catégorie. Et forcément, le calcul de l'impôt sur votre plus-value ne sera pas du tout le même calcul que le BIC ou le revenu foncier. C'est pour ça qu'on catégorise les revenus. Et puis, vous avez la plus-value de cession immobilière. Ben, c'est si vous revendez votre projet immobilier. Donc aujourd'hui, je vais vraiment rester focus sur les BIC et les revenus fonciers. Pourquoi je privilégie toujours mes clients, enfin je les invite souvent à investir en meublé, c'est parce que vous verrez qu'on arrive beaucoup plus facilement à être en déficit et éviter l'impôt sur du meublé que sur de la location nue. La location nue, j'aurais tendance à la réserver soit sur des projets avec des très gros travaux pour aller chercher ce fameux déficit, ou alors quand vous êtes en SCI à l'IS, parce que vous soyez en location nue ou meublé, de toute façon, c'est pareil. Le calcul de l'impôt sera identique. Et le meublé est toujours plus avantageux que le nu lorsqu'on fait son calcul imposable, parce que vous allez pouvoir déduire de vos loyers un certain nombre de charges, mais en meublé, vous allez aussi pouvoir déduire ce qu'on appelle l'amortissement. Résultat, entre les charges et l'amortissement, vous vous retrouvez généralement déficitaire et vous ne payez ni impôt sur le revenu, ni prélèvements sociaux. Contrairement à la location nue, où le fait qu'il y ait l'absence d'amortissement, bah, on se retrouve plus facilement imposable. C'est important en fait de ne pas se tromper de catégorie. Parfois, il vaut mieux acheter des meubles pour 4, 5, 6, 7 000 euros en fonction de la qualité de l'ameublement que vous voulez faire, pour derrière éviter de l'impôt. Voilà. Je continue, toujours pas de questions. Donc je rentre en détail dans les revenus fonciers. Vous avez un appartement que vous louez nu, c'est-à-dire sans meubles. Vous avez des loyers, forcément, et vous allez avoir des charges. Eh bien, tous les éléments, au moment de votre déclaration fiscale, vous allez les reporter dans le CERFA 2044. Alors, avant, on remplissait les CERFA à la main et on les envoyait au centre des impôts. Maintenant, ça se fait sur le site impôt.gouv. Si vous n'avez pas créé votre espace, je vous invite à le créer en allant sur impôt.gouv, tout simplement. Le CERFA papier, il ressemble un petit peu à ça. Il a plusieurs pages. Et puis, vous allez voir, c'est assez facile. Vous allez lister les appartements. Alors, il parle d'immeubles, hein, mais on fait bien allusion à des appartements. C'est de l'immobilier, avec le nom, prénom de votre locataire, la date d'acquisition de l'immeuble et l'adresse. Et ensuite, vous avez une colonne par bien immobilier. Et dans la colonne, vous allez indiquer vos loyers et puis toutes les charges qui peuvent être déduites. Donc les fameuses charges déductibles qui vont vous permettre de déterminer votre revenu net imposable, net de charges. Voire éventuellement, si vous êtes déficitaire, les déficits qui pourraient être reportables. Ce qui est important là de comprendre dans ce document, c'est que le CERFA 2044, c'est une annexe, tout comme le CERFA 2042 CPRO, qui est l'annexe des revenus de location meublée. L'idée, en fait, c'est de remplir chaque annexe pour reporter le résultat final, c'est-à-dire la base imposable, dans le CERFA principal qui est le CERFA 2042. Vous voyez, il y a vraiment cette mécanique à avoir. Je remplis d'abord mes CERFA par catégorie de revenus et une fois que c'est fait, je reporte tous mes calculs
dans le CERFA principal qui est la 2042. BIC, c'est plus compliqué. Quand vous êtes au réel, ce CERFA 2042C Pro, vous n'allez pas pouvoir le remplir instinctivement comme ça en remplissant des cases. Il va falloir passer au préalable par une liasse comptable. Là, vous avez deux manières d'établir la liasse comptable. Soit vous passez par un comptable qui va vous prendre à peu près 6, 7, 800 euros peut-être pour vous établir cette liasse. Soit vous passez par un site comme je déclare monmeublé.com qui vous permet tout simplement de saisir vous-même les informations et l'alias va se générer toute seule. Et pour l'utiliser, ce site, c'est extrêmement intuitif. D'ailleurs, je vais vous y emmener tout de suite, voilà, à l'appui de mon compte. C'est fait uniquement pour ceux qui ont du meublé, d'accord, qui se mettent au régime réel, hein, pas besoin d'avoir ça pour le micro. Autant le micro, c'est extrêmement facile puisqu'il faut juste appliquer un abattement, mais par contre, c'est pas du tout optimisé. Autant se déclarer réel, c'est plus complexe, mais par contre, vous évitez vraiment l'impôt pendant plusieurs années. Donc généralement, vous allez arriver sur une plateforme comme ça. Et puis, vous allez tout simplement vous balader de case en case pour remplir les informations qui vous concernent. Par exemple, moi voilà, vous voyez, la première info qu'on vous demande d'ailleurs, hein, c'est le numéro de SIRET. D'où l'importance, une fois que vous êtes propriétaire, de vous immatriculer sur le guichet unique de l'INPI pour avoir votre CABIS et du coup avoir votre SIRET. Alors je dis CABIS, mais ce n'est pas un CABIS, mais en tout cas votre identifiant SIRET. D'accord? Parce que c'est l'une des premières infos qu'on vous demande pour pouvoir générer l'alias. Sans le SIRET, pas de lias. Donc pas de lias, pas de déclaration possible. Donc du coup, vous êtes bloqué. Donc commencez bien par ça. Ensuite, vous remplissez un certain nombre d'informations jusqu'à tomber sur ce qu'on appelle le ROF, référence d'obligation fiscale, qui lui est communiqué dans le fameux memento fiscal, le petit document qui est envoyé un mois après l'immatriculation au registre du commerce. Donc, ouais, c'est dans le courrier dont je parlais, avec le memento, le petit questionnaire, et puis comment créer son espace impôt.gouv. Donc, vous voyez, tout va se suivre naturellement. Petit aparté, vous, les frais d'acquisition en tant que non-résident, ne mettez pas charge, mais optez plutôt pour l'amortissement. Parce que autant les charges peuvent se perdre d'une année sur l'autre, autant l'amortissement se conserve. Donc, ça dépend de votre profil, mais généralement, les non-résidents, vous devez opter pour l'amortissement. Et puis, vous poursuivez. Voilà. Vous remplissez vos cases, le type de bien que vous possédez. Hein, donc, par exemple, moi, j'ai un petit immeuble là, il a été acheté à telle date, tel prix, etc. Et là, très important et très intéressant, je trouve, vous avez une clé de calcul pour l'amortissement. Donc là aussi, j'ai envie de vous dire, vous êtes complètement guidé. C'est pas vous qui allez vous dire comment je fais pour calculer mon amortissement. Le logiciel va vous proposer un profil d'amortissement standard que vous allez choisir par défaut. Et pour rentrer dans le détail, pour ceux que ça intéresse, par exemple, si votre appartement ou votre immeuble vaut 300 000 euros, eh bien, la clé d'amortissement va faire un calcul par composant. Je vais retourner sur mon webinaire pour que vous compreniez bien. Hop. Voilà. Admettons, j'ai un immeuble qui vaut 300 000. L'amortissement par composant, ça veut dire qu'on va décomposer les composants de l'immeuble pour déterminer une ventilation. Par exemple, le terrain, chaque appartement, que ce soit un immeuble ou un appartement, repose sur une parcelle, sur un terrain. Eh bien, on détermine généralement que le terrain vaut 10 à 15% du prix du bien. Donc ici, 15% de 300, ça fait 45 000. Et le terrain ne s'amortit jamais. Donc vous avez 10 à 15% du prix que vous ne pourrez pas amortir. Puis on continue. Le gros œuvre, c'est-à-dire les murs essentiellement, représente 45% des 300 000 euros. Donc ici, 135 000.
Et la partie maçonnerie, parce que ça ne s'abîme pas très vite, la maçonnerie, va s'amortir sur 75 ans. Il n'y a pas besoin de refaire la maçonnerie tous les ans. Donc on a une durée longue d'amortissement. 135 000 divisé par 75, ça veut dire que vous avez le droit de passer un amortissement de 1 800 € par an lié aux grosses œuvres. Et puis on poursuit. Tout ce qui est électricité représente 6% de mes 300 000 €, donc 18 000, divisé par 30, parce que ça s'amortit en moyenne sur 30 ans. On va aller chercher un amortissement lié à l'électricité de 600 €. Pareil pour l'étanchéité, la toiture, l'aménagement intérieur, etc. Et quand on cumule le montant de chaque amortissement, ici, vous voyez, hop, on tombe sur au total 8 950. Et là, vous allez comprendre pourquoi très souvent on vous dit que l'amortissement d'un bien se fait sur 30 ans. Je prends mes 300 000, je divise par 30, on trouve 10 000. Donc le calcul rapide, quand vous cherchez un bien, quand vous chassez un bien et que vous voulez très rapidement déterminer votre amortissement moyen, par simplification, on divise par 30, mais si on veut être puriste, il faut passer par ce genre de tableau. Donc 10 000, 8 950, on n'est pas très loin en mode de calcul. D'accord? Donc le logiciel vous calcule tout seul l'amortissement. C'est là que je voulais en venir. Et l'air de rien, d'aller chercher presque 9 000 € d'amortissement en plus des charges déductibles, c'est ce montant-là qui vous permet de passer déficitaire et d'éviter l'impôt. Et ça, on ne peut le faire qu'en meublé ou éventuellement en société à l'IS. On continue. Voilà, vous pouvez reporter aussi vos tableaux d'intérêt d'emprunt, puisque les intérêts sont déductibles, l'assurance emprunteur est déductible, etc. Et puis toujours en continuant, je ne vais pas m'arrêter dans toutes les cases, mais vous allez pouvoir enrichir vos dépenses. Quelles sont les charges que vous avez chaque mois dans le cadre de votre opération immobilière? Par exemple, vous avez l'assurance habitation, tombe tous les mois, dans mon cas de figure en tout cas. Vous avez, moi j'ai un compteur Enedis, un compteur EDF, pardon. J'ai des frais de compta, j'ai des frais de tenue de compte bancaire. Tous ces frais sont déductibles. Donc c'est un peu fastidieux parce qu'il faut tout enregistrer à la main, mais par contre, le fait de faire vous-même votre comptabilité sur je déclare monmeublé.com coûte près de 2 fois moins cher qu'un comptable. Donc ça peut avoir du sens quand vous avez 1, 2, voire 3 appartements. Et puis quand vous commencez à avoir beaucoup d'immobilier, le comptable peut s'avérer plutôt opportun. Parce qu'il va vous faire des optimisations que le logiciel ne fera pas forcément. Et de la même manière, vous allez enregistrer vos recettes, c'est-à-dire vos loyers. Là, bon, ça tourne un petit peu, mais les loyers, si vous avez plusieurs locataires, au mois le mois, vous avez enregistré les loyers de chacun de vos locataires. Et une fois que tout ça c'est fait, vous allez arriver à un endroit qu'on appelle statut LMNP-LMP, qui est intéressant parce qu'il va déterminer si vous êtes loueur en meublé pro ou loueur en meublé non pro. Alors, il faut savoir que jusqu'en 2025, dès lors que vous aviez plus de 23 000 € de revenus, vous, les non-résidents, vous étiez considérés comme loueur en meublé pro. Je répète, quand vous aviez des revenus locatifs meublés supérieurs à 23 000, vous étiez automatiquement considérés comme des loueurs en meublé pro. Depuis la loi de finances 2026, ce n'est plus le cas. Pourquoi? Parce qu'on va appliquer on va regarder un deuxième critère qui sont les revenus de source mondiale, alors qu'avant c'était les revenus de source française. On compare les revenus de travail de source mondiale à vos revenus locatifs meublés, et si par hasard vos revenus locatifs meublés sont inférieurs à vos revenus de travail, ce qui est généralement le cas, eh bien vous restez LMNP. Auparavant, c'était si les revenus locatifs meublés étaient supérieurs aux revenus de travail de source française, vous basculiez loueur en meublé pro. Ce qui était quasi systématique pour un non-résident parce que vous n'avez pas de revenus de travail de source française. Donc on regardait que le critère des 23 000. Ça a changé. Maintenant, vous pouvez être bien au-delà des 23 000
tant que vos revenus locatifs meublés n'excèdent pas vos revenus de salaire, vous restez loueur en meublé non pro. Et ça tombe bien, parce que c'est le régime fiscal le plus intéressant pour vous. Aussi bien sur l'imposition des revenus que sur l'imposition de la plus-value future. Donc bon, le logiciel va déterminer ça tout seul. Si vous êtes LMNP ou LMP, ça va vous aider. Et enfin, le bouton que je trouve extraordinaire, c'est le bouton clôture. Le logiciel va lui-même analyser s'il manque des données, si des choses sont en doublon, si des choses ont été oubliées, etc., etc. Donc c'est plutôt bien fait. Vous voyez, moi j'ai fait le test là. J'ai oublié d'enregistrer ma CFE. J'ai peut-être un doublon. Il faudrait que j'aille regarder. Et puis j'ai mis par erreur une information en 2026, alors je voulais marquer 2025. Donc les erreurs sont repérées automatiquement, c'est quand même super. Et une fois que toutes les erreurs sont traitées, je vais aller volontairement sur 2024 parce que c'était le cas, et bien en cliquant simplement sur le bouton clôturer, ça va vous générer la liasse comptable que vous n'avez plus qu'à télécharger pour la vérifier. Voilà, et la liasse s'étale sur une trentaine de pages. Vous voyez, quelque chose que vous ne pourriez pas faire tout seul. Vous voyez, même le CERFA 2031 SD est rempli automatiquement, donc c'est vachement bien. Et je vais même aller plus loin. En retournant sur le site, vous avez une aide à la déclaration aux impôts. Donc non seulement l'alias s'autogénère, mais en plus, vous allez pouvoir télécharger un document qui va vous expliquer comment remplir la 2042 C-Pro. En cochant telle case, en remplissant, hop, j'y vais, telle case. Voilà, la 5CD, vous devez reporter 12 pour 12 mois. La 5NY, vous devez reporter tel montant, etc., etc. Donc c'est quand même hyper bien fait. Et une fois que vous avez téléchargé ces deux documents, si tout va bien, vous pouvez la télétransmettre au service des impôts. Donc autant vous dire que c'est le bonheur parce que vous avez tout fait de l'application et tout est géré. Mais c'est pas pour ça que c'est fini. Donc je continue ma petite présentation. Je vous ai fait des captures d'écran pour que vous puissiez relire tranquillement chez vous tout ce que je vous montre. Hein, on passe bien de case en case dans la présentation, voilà, jusqu'à arriver au moment de la clôture. Quand vous téléchargez l'alias ou l'aide à la déclaration, vous allez avoir ce genre de document, hein, je viens de vous le montrer, je vous l'ai pris en photo aussi. Et puis la fameuse aide à la déclaration. Et vous verrez que les cases qu'on vous demande de remplir, vous allez les trouver où? Vous allez les trouver tout simplement sur le site impôt.gouv. Donc moi, j'ai plusieurs clients qui aiment bien télécharger la version papier pour reporter les informations dans les cases indiquées par je déclare mon meublé.com. Idem pour le CERFA 2044 des revenus fonciers. Vous pouvez tout imprimer, reporter vos chiffres pour derrière remplir le fameux CERFA 2042 qui est la déclaration de revenus principale. Hein, la 2044, c'est les revenus fonciers, c'est une annexe. La 2042 C-Pro, c'est pour les revenus locatifs meublés, c'est une annexe. Mais une fois que les annexes sont remplies, vous allez pouvoir vous attaquer au CERFA principal. Et là, on y va. Où est-ce que vous trouvez le CERFA principal? En vous connectant sur impôt.gouv. Une fois de plus, je vous y emmène. Je vais me connecter sur mon espace pour que vous compreniez. Alors, pour ceux qui n'ont pas créé leur espace impôt.gouv, c'est pas compliqué, il suffit de le faire sur la première page en fait du site impôt.gouv, on vous explique comment créer votre espace. Et vous verrez que vous pouvez aussi accéder à l'espace pro. Quand vous faites de la location meublée, n'oubliez pas de créer votre espace pro, comme l'indique le courrier. Je reviens toujours au fameux courrier que vous recevez après votre immatriculation. Vous avez la marche à suivre pour créer votre espace pro. Et c'est important de ne pas l'oublier parce que le pro complète le prix. Donc on y va. Hop, je me connecte à mon espace.
Vous allez avoir quelque chose qui ressemble à ça. Et vous allez pouvoir déclarer vos revenus en ligne en cliquant ici. Vous trouverez aussi un certain nombre d'informations sur vos avis d'imposition qui seront tous classés ici. Vous les retrouvez dans Documents année après année. Voilà, il y a tout. C'est plutôt bien fait. Et puis une case qui me paraît très importante, mais on y reviendra, c'est nouveau depuis 1 an. Vous avez cette case Biens immobiliers. À chaque fois que vous avez un changement de locataire ou un locataire, il faut déclarer le locataire en question. Voilà, là c'est pour gérer les fraudes à la CAF et des choses comme ça. Donc faites-le parce que ça peut entraîner une amende. Exemple, moi au 207 avenue Pasteur à Angers, j'ai un petit appartement, j'ai une locataire, et ben, je dois signaler si cette locataire, elle est toujours en place ou pas, quel loyer elle paye, etc., etc. Voilà, donc ça je passe, parce que c'est pas l'objet du jour, mais c'est important de ne pas l'oublier. Je retourne sur mon web binaire. Hop. Donc une fois que vous êtes sur cet espace et que vous allez dans accéder à la déclaration en ligne, vous allez pouvoir remplir votre CERFA 2042 progressivement. Ouais, vous allez suivre des étapes si vous voulez. C'est plutôt intuitif là aussi. Et si vous ne trouvez pas les cases que je déclare mon meublé vous demande vous avez trouvé pour vous, bah, vous pouvez tout simplement numéroter la case ici, rechercher le document dans lequel se trouve cette case, et puis ça va vous cocher automatiquement le revenu catégoriel en question. Je m'explique. Hop, je retourne ici sur, sur l'aide à la déclaration. Hop. Vous voyez, ici par exemple, on vous dit il faut mettre 249 € dans la case 5GF. OK, très bien. Vous ne trouvez pas sur le site des impôts la case 5GF. Eh bien, il suffit, hop, je vous passe les premiers écrans. Hop, hop. Voilà. Tout ça, vous verrez, rien d'exceptionnel, vous remplissez tout seul. Mais il suffit de taper la 5GF dans le moteur de recherche. Hop. Et puis, ça va me dire, bah voilà, c'est dans la déclaration revenu de location meublée non professionnelle, c'est-à-dire la fameuse 2042 C-Pro. Et le fait de cliquer sur valider, bah, ça va automatiquement me la cocher dans la liste, ici. Et du coup, vous n'oublierez pas, comme ça, de reporter les cases qui vont bien, les montants dans les cases qui vont bien. Vous avez la catégorie revenus fonciers pour ceux qui ont des 2044, des revenus non meublés. Ici, les revenus meublés, etc., etc. Donc tout ce que je vous montre, c'est pour ceux qui ont acheté en direct et non pas en société. Parce qu'en société à l'IS, généralement, c'est le comptable qui fait tout. OK? Je poursuis. Les biens immobiliers, je vous en ai parlé, avec la déclaration d'occupation. Ah oui, important aussi, quand vous êtes en revenu meublé, on a vu l'espace privé, n'oubliez pas de paramétrer votre espace pro, parce que dans votre espace pro, vous trouverez votre avis de CFE, votre messagerie pour échanger avec éventuellement le service des impôts des entreprises, et puis tout un tas d'informations importantes pour vous. Le calendrier fiscal, très important, cette année, vous avez en fait un étalement pour déclarer vos impôts en fonction de la zone dans laquelle vous vivez. Vous, les non-résidents, il faut absolument déclarer vos impôts avant le jeudi 21 mai, donc il vous reste en gros une semaine. Une semaine pour faire tout ce que je vous ai montré, à savoir la 2044 pour les revenus nus, la 2042 C Pro avec l'aide d'un comptable ou avec je déclare mon meublé.com ou n'importe quel site pour générer l'alias comptable qui vous permettra de reporter vos chiffres dans la 2042 C Pro qui vous permettront de reporter vos chiffres dans la 2042 qui est la principale feuille d'imposition sur impôt.gouv.
Donc, notez bien la date, jeudi 21 mai. Il y a l'option papier aussi, mais là, il vous reste encore un petit peu moins de temps. Et l'option papier est généralement réservée pour ceux qui déclarent pour la première fois. Avez-vous des questions par rapport à tout ce que j'ai pu expliquer? Est-ce que j'ai encore des gens qui sont là? Même si c'est des questions Oui, oui. privées, vous pouvez me couper, hein, n'hésitez pas. Fred, j'ai Bonjour une petite Charlène. question. Oh, Oui, Mickaël. quelqu'un- Tout à l'heure, tu parlais du changement de régime depuis 2026 qui disait que si tes revenus mondiaux sont supérieurs à tes revenus locatifs en France, automatiquement, ton seuil pour être en LMNP est plus fort, quoi. Tu peux faire plus d'investissements, entre guillemets. Et Exactement. est-ce que ça veut dire aussi que tu dois déclarer tes revenus mondiaux au service des impôts français? Non. Non, 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 non. En fait, le logiciel Je déclare mon meublé va te demander combien tu gagnes à l'étranger juste pour vérifier dans quelle case tu rentres, si tu es loueur en meublé non pro ou loueur en meublé pro. Mais par contre, tu n'as pas à donner tes revenus de source étrangère à la France. Donc, tu n'es pas obligé de le démontrer avec des fiches de paie, par exemple. Non. L'inverse sera vrai par contre. Quand toi, à Hong Kong, Michael, tu vas déclarer tes revenus locatifs à Hong Kong, enfin, quand tu vas déclarer tes revenus de salaire à Hong Kong, il faut que tu reportes tes revenus locatifs français. D'accord, d'accord. Pourquoi ils font ça? C'est parce que derrière ça, il y a un mécanisme de crédit d'impôt qui se met en place. Et parfois, le fait d'avoir des revenus locatifs français peuvent impacter ta tranche marginale d'imposition de ton pays de résidence fiscale. Nous, J'essaie de par exemple, réfléchir sur le long terme si c'est pas la France qui essaye d'obtenir le plus d'informations concernant les Français à l'étranger pour pouvoir nous non, taxer pas trop. dans le futur. Non, non, je te rassure, c'est pas du tout l'objectif. C'est plus pour éviter les mécanismes de double imposition. Ou plutôt, non, pour bénéficier du mécanisme qui t'évitera d'imposer deux fois, quoi. D'accord, merci. Je vois qu'il y a Charlène dans le groupe, mais Charlène, toi, tu es résidente fiscale française, donc c'est encore plus simple. Euh, Oui, 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 j'ai vu ça. voilà, toi, il faudra que tu te réfères à tes revenus de source française de travail pour savoir si tu es au-dessus ou pas des 23 000. Et très, très important, d'ailleurs, quand vous avez une SARL de famille qui est à l'IR, vous êtes considéré comme loueur en meublé. Mais ce n'est pas pour autant la même catégorie de revenus que si vous êtes en direct. D'accord? Donc, petite nuance à avoir. Enfin, c'est la même catégorie de revenus, mais avec des petites différences, par exemple au niveau de l'impôt sur la fortune immobilière. Euh, Est-ce que vous avez des questions un peu plus peut-être précises par rapport à vous, vos attentes, vos objectifs, l'ordre dans lequel faire les choses, ou j'ai répondu à vos questions? Parce que c'est pas évident, hein. Moi, j'ai une question très basique qui est pas du tout technique, pardon, sur tout ce qu'on a vu. C'est simplement, moi, dans mon cas, j'ai signalé mon changement de résidence fiscale lors de la dernière déclaration d'impôt. Ouais. Et là, je me suis reconnecté dans mon interface et juste pour voir, j'ai cliqué sur l'option déclarer, même si là, en l'occurrence, cette année, j'ai pas de revenus de source française à déclarer. Par contre, ça m'a affiché un message d'erreur, me disant que je ne pouvais plus déclarer et que si j'avais des choses à déclarer, il fallait que je le fasse en format papier. Et je sais que j'ai un ami qui a le même cas, c'est-à-dire que son dossier fiscal est resté dans son dernier centre d'imposition Je et comprends. il n'a plus la possibilité de déclarer en ligne. Et donc on lui dit, voilà, alors que si on est enfin, techniquement, on n'est pas en France, on nous demande de faire un dépôt papier en France, quoi. Et Oui. donc, je ne sais pas si on peut demander un transfert, par exemple, au service des non-résidents voilà, est-ce qu'il y a des choses qu'on peut mettre en place pour sortir de l'impasse, voilà, le jour où on a des revenus à déclarer, qu'on puisse le faire proprement, quoi. Bah, techniquement, effectivement, quand tu pars à l'étranger, tu n'es plus rattaché à ton centre de résident français, mais tu vas basculer au SIPNR.
c'est le service des impôts des non-résidents. Et le SIPNR, c'est un centre un peu particulier. La première déclaration chez eux se fait en papier. Tu es à Madagascar depuis combien de temps? 4 ans, je crois. 4 ans. 4-5 Et ans. c'est la première fois là où tu vas t'adresser au SIPNR? Ben, j'ai pas vraiment besoin parce que j'ai pas de revenus de source française, mais je voulais juste, comme j'ai fait j'ai un petit peu régularisé les informations l'année dernière, je voulais juste m'assurer qu'ils aient bien enregistré mon changement de résidence fiscale. Et en fait, dans l'espace impôt.gouv, j'ai trouvé nulle part d'écrit Que c'était pris en compte. voilà, qui dit vraiment par A plus B que je suis plus Si résident tu, fiscal français, quoi. si tu télécharges par exemple ton dernier avis d'impôt, tu prends n'importe lequel, le dernier que tu as, tu dois avoir accès. Regarde où est-ce que... alors ça, c'est pas ça, c'est l'avis d'impôt, pardon. Voilà, par exemple celui-ci. Regarde ici, où est-ce que tu es rattaché. D'accord, Parce que je vais si les choses vérifier. sont bien faites, tu devrais avoir SI-PNR sur ton dernier avis. Si c'est pas le cas, tu as une autre option, c'est d'aller sur mon profil. Voilà. Et puis, où est-ce que j'avais vu ça déjà? Ouais, c'est ça. Donc, contact et rendez-vous. C'est de savoir si tu es bien rattaché au bon SIE et au bon service des impôts. Ouais, justement, dans cet espace-là, ils m'ont gardé, ils m'ont pas transféré au service des non-résidents. Donc, c'est que la Je suis bascule, elle n'est toujours, pas faite. Mm. voilà, c'est ça. Est-ce que tu leur as fait la demande par messagerie sécurisée? Non, non. Bah, enfin, justement, là, c'est récent, hein. J'ai rien fait là, j'ai juste constaté que c'était ça. Et donc, c'est pour ça que je pose la question avant de faire une bêtise, potentiellement. C'est une petite démarche à faire qui n'est pas compliquée, mais il faut penser à le faire parce que sinon, tu peux être très vite coincé, quoi. Ouais, ouais, d'accord. Ok. Effectivement, la première mise en marche est toujours un peu compliquée. Il y a beaucoup de loupés et de casses au passage. Ok. Ok, pas de souci. Donc tu me conseilles de directement leur écrire avec la messagerie sécurisée et, Oui. Oui, parce que si tu les appelles, ils ne te donneront pas de réponse claire par téléphone, pour l'avoir souvent fait. Et puis, à l'inverse, par messagerie sécurisée, normalement, ils répondent très bien, et puis ça laisse des traces écrites pour toi aussi. ouais, ouais, c'est ça. D'accord. Ok, d'accord, pas de souci. Bah, très bien, merci Frédéric. Je t'en prie, C'était ma avec question. plaisir. Sénami, toi, t'as pas de sujet particulier? Non, pas de sujet. Je me reconnais dans le cas qui vient d'être discuté. Mais sinon, à part ça, non, pas de sujet particulier. Peut-être que je t'appellerai, Frédéric, pour un sujet plus en lien avec discussion perso. Mais sinon, pour Aucun le problème. sujet du jour, ça répond parfaitement à mes questions. Bon, de toute façon, je vais vous renvoyer ce qu'on a fait aujourd'hui parce que je suis allé assez vite. Je sais qu'il y a plein de choses à voir. C'est très dense, mais en 45 minutes, c'est dur de, de faire tout doucement. Donc, je vais vous l'envoyer. Et si ça génère des questions, vous me réécrivez par WhatsApp derrière, hein. Faut pas vous embêter. D'accord? Ok. Michael, pour toi, c'est bon? Oh, moi, c'était super intéressant, merci. J'ai une autre question, mais c'est plus par rapport à la plateforme. Il y a quelque chose de super intéressant que tu as mentionné, c'est la déclaration d'occupation, Oui, que je pense que ici. j'ai jamais fait de mon côté. Donc, c'est quelque chose que je dois C'est, regarder, quoi. ça doit être en place depuis un an et demi. C'est assez récent. Et si vous ne le faites pas, bah, vous pouvez avoir une amende. Donc, D'accord. normalement, il faut vous connecter sur l'espace privé, hein, d'impôt.gouv. Vous allez arriver généralement sur ce tableau de bord. Et tu verras, tu as 1, 2, 3, 4. C'est le cinquième bouton bien immobilier dans lequel tu vois la liste de tes locataires. Ouais, ok. Ok, c'est bon à savoir. Ça, je ne savais pas du tout. C'est ça. C'est
En fait, moi, je pense pas systématiquement à vous le dire parce qu'il se passe pas mal de choses. Donc, à chaque fois que je fais des petits webinaires ou des déplacements à l'étranger, on fait un petit tour rapide des évolutions. Là, par exemple, fiscalement, ce qui est important pour vous de savoir, c'est que depuis la loi de finances 2026, les 23 000 ne sont plus un problème pour rester Loire en meublé non pro. Vous avez aussi les prélèvements sociaux qui passent de 17,2 à 18,6% sur les revenus immobiliers en BIC, donc quand vous louez meublé. Mais comme j'arrive généralement à vous maintenir du déficit, on va dire que ça ne vous impacte pas, puisque sur du déficit, il n'y a pas d'imposition. Et quand vous êtes en revenu location nu, donc revenu foncier, ils ont maintenu le taux à 17,2%. Et le troisième élément intéressant de la loi de finances 2026, vous en avez peut-être déjà entendu parler, c'est le dispositif Jeanbrun qui permet, dans un cadre précis, de bénéficier d'amortissement sur de la location nue. L'inconvénient, c'est que c'est à biais social. Donc derrière, vous êtes obligé de plafonner le loyer, de respecter un certain nombre de critères qui font que ce qui vous donne d'un côté, grosso modo, hein, l'amortissement, bah, vous le reperdez en rendement puisque vous ne pouvez pas louer comme vous voulez, quoi. Donc le dispositif Jeanbrun, ça se discute. Voilà. Voilà, voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? C'est bon? Bon, bah, j'avais une quinzaine d'inscrits, je vois qu'on était 4 ou 5. Donc ça veut dire que les autres, je vais leur envoyer le formulaire. Enfin, la petite visio. Voilà. Bah écoutez, je vous dis à bientôt du coup. Merci Fred. Merci beaucoup, Frédéric. Avec Merci plaisir. Frédéric. Et puis, Michael, je suis à Hong Kong mi-juin pour info. Ah bah donne-moi tes dates précises et puis on se voit, hein. Et puis on se voit avec plaisir. Avec plaisir. Et Allez. ben, je dirais c'est du 9 au 16, mais je me partage avec Singapour. Donc, dès que j'ai les dates précises, je te dis. OK? Ça marche. Voilà. Allez, bonne soirée, Michael. Merci à toi. Salut. On s'appelle bientôt. Au revoir. Avec plaisir. Salut.